Salut à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard, diffusée sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site lemediatv.fr et désormais sur le canal 165 de la Freebox. Et nouveauté, retrouvez nos contenus sur l'application Molotov qui vous offre la possibilité de regarder le Média comme sur votre télé et gratuitement. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Nadia. Eh bien, comme le veut la tradition, on commence par les tops et les flops, mais c'est juste après un petit préambule. Oui, alors j'insiste toujours sur ce petit préambule parce que j'essaye de caser des choses qui sont incasables. Et en l'occurrence, ou alors faire des retours sur information. En l'occurrence, c'est le cas pour Thomas Guénolé, on en parlait la semaine dernière, donc qui est invité de manière récurrente sur la chaîne C8 chez Hanouna, dont j'aime pas parler, donc c'est vraiment pas le sujet, hein, c'est pas Hanouna, c'est pas son TPMP, c'est vraiment la question de sa présence à Thomas Guénolé. Je ne comprends toujours pas, ça s'est aggravé depuis la semaine dernière. Il expliquait, Thomas Guénolé, qu'on lui a reproché, et inversement, Hanouna expliquait qu'on a reproché que Guénolé soit présent, et on a reproché à Guénolé d'être présent sur les plateaux, ce qu'on a fait effectivement nous aussi. Mais ça s'est aggravé en termes d'humiliation, et je ne comprends toujours pas. Si vous avez la réponse, évidemment, contactez le Média. Je ne comprends toujours pas pourquoi il persiste et signe, en dehors des questions financières et de projection et de spotlight. J'aimerais un jour savoir pourquoi tu lui as posé la il question. accepte. Je vais lui poser la question très rapidement parce que là, ça devient très problématique. Je vous laisse regarder cet extrait. On est d'accord qu'on ne fait pas l'amalgame avec l'ensemble des pro-palestiniens. On est clair là-dessus. Oui, mais écoutez, c'est toi qui en parle. Bien sûr qu'on Je est voudrais clair. juste être sûr de ça, c'est tout. C'est quoi le rapport Sylvain, déjà, Non, mais vous me demandez de m'expliquer. non, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais vous expliquer la vie. Je vais vous expliquer la vie parce que apparemment, je ne sais pas d'où vous venez, mais à mon avis, vous n'avez pas dû vivre beaucoup dans les quartiers ou dans d'autres trucs. Je pense que vous avez eu une enfance assez aisée, Faites assez attention à ce que vous dites, Cyril. Faites attention à ce que vous dites aussi. Merci. Faites attention. Je vais vous dire, déjà, vous devez vous indigner de voir ça, et après, vous poserez toutes vos questions. Mais d'abord, vous devez être dans l'indignation et dans la peine. Et après, vous poserez vos questions, d'accord? Parce que là, vous êtes dans une indécence incroyable, encore une fois. Thomas Guénolé, vous êtes indécent. Et je crois que je ne suis pas le seul à le trouver ici. Je précise que cet abassage inacceptable n'engage pas les pro-palestiniens. Oui, mais alors, il fallait le dire comme ça. Voilà. Le dire comme ça. Si on m'avait laissé en placer Non, j'aurais pu l'expliquer. Pas du tout, puisque vous avez démarré par poser cette question. Parce que vous avez dit que le discours de un tel et un tel, et c'était trop vague à mon goût envers les pro-palestiniens. Je vous le dis comme je le pense. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire un débat avec vous. On est juste là pour s'indigner de ça. On n'est pas là pour faire des débats. Moi, je suis là aussi pour dire que ça n'engage pas les pro-palestiniens parce qu'ils sont en train de s'en prendre plein la gueule sur le thème. Vous voyez où ça mène quand on est dans un discours pro-palestinien. Et c'est un oui mais ce que tu fais là. Non, c'est un oui mais. Cyril, faites attention quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent de partir, de quitter cette émission à cause de la façon dont vous me parlez. Mais vous pouvez partir. Moi, je reste. Moi, il y a beaucoup de gens. Moi, je vais vous dire, Thomas. Vous voyez, on fait un effort tous les deux. Il y a beaucoup de gens qui me disent. Il y a beaucoup de gens qui me disent de vous virer parce que c'est insupportable ce qu'ils peuvent entendre tous les soirs à cause de vous. Donc, vous voyez, les idées, c'est une chose, la courtoisie en est une autre. L'autre préambule va aller à une vidéo, alors que j'ai croisée, qui est ressortie, qui date un peu, qui date de quelques années, mais qui raconte beaucoup de choses. Ça parle d'Elnet. Alors Elnet, c'est une espèce de lobby pro-israélien. Donc c'était il y a quelques années. Donc il y avait déjà eu 2014 avec les frappes sur Gaza, et puis aujourd'hui, ça a encore plus de résonance et d'importance. Et puis ça va parler du CRIF. Évidemment, bras armés d'Israël et de Netanyahou, ça ne nous pose pas de problème, sauf que ça va parler d'une autre association, d'un autre groupement qui, pour le coup, pose un peu question. Et je trouve ça très impressionnant parce que même si on avait une vague idée du problème et du positionnement de cette association, que je vais vous laisser découvrir, je trouve impressionnant que ça vienne de l'intérieur. Je vous laisse écouter. Le CRIF qui représente les Juifs de France, est-ce que Elnet a une possibilité, aussi bien au niveau européen que du point de vue des politiques français, d'influencer politiquement sur la politique à l'intérieur et à l'étranger? Alors, Elnet vient compléter un dispositif d'un grand nombre d'organisations. Vous avez cité le CRIF, il y a l'ICRA, il y a le Consistoire, il y a le Grand Rabbinat. Ce sont des organismes qui ont soit une vocation de représentation vis-à-vis des autorités publiques du pays, soit de commémorer la mémoire. Elnet a une vocation un peu plus transversale qui promeut le dialogue stratégique. Et donc, pour des exemples très simples, 85% des parlementaires américains ont été au moins une fois en Israël. Il s'agit de 12% en France. Donc on a un premier rôle qui est de permettre aux élus de se faire leur propre opinion en venant sur place et en rencontrant, discutant, partageant. C'est l'un des rôles essentiels de Elnet.
Et ouais, donc la LICRA ferait partie d'une espèce de réseau, d'une espèce de choses organisées qui viendraient au niveau français, voire même au niveau européen, comme il l'explique, qui viendrait faire appui, qui viendrait faire pression sur des parlementaires, hein, sur des politiques, des ministres, sur l'État, y compris. C'est du lobbying, c'est plus une ONG de droits humains. Absolument. Déjà qu'on se posait la question de savoir qu'est-ce que venait faire le R de l'ICRA, parce que la lutte contre le racisme, je la cherche encore. Mais là, c'est vraiment impressionnant de voir que c'est reconnu, assumé totalement. Et ça vient pas, je le redis, ça vient pas d'islamo-gauchistes, hein, comme Ercilia Soudet ou Mourad Guichard, ça vient de ce personnage qui est un lobbyiste puissant, franco-israélien, et qui assume totalement, en plus sur une chaîne franco-israélienne, les 24 News, qui vient assumer le fait qu'il manipule comme ça avec des entités du type l'ICRA. Ils viennent prendre l'antisémitisme et l'antiracisme comme un prétexte pour pouvoir influer sur la politique intérieure et extérieure de la France. Le dernier, c'est une correction. J'avais remercié Patricia qui avait été l'une des signataires la semaine dernière, l'une des signataires de la pétition contre Fourest par rapport au prix Femina. Et non, c'était pas Patricia, c'est Laurence. Alors je suis désolé. Entre les Valérie, les Véronique et les Nathalie, les Isabelle, j'ai toujours un problème avec les prénoms. C'est pas la première fois et c'est pas qu'avec les femmes, bien évidemment, c'est avec les hommes aussi, les Philippe, les Thierry et compagnie. Et donc je suis désolé, je m'étais trompé. Donc toutes mes excuses, chère Laurence, et bravo et merci encore pour votre engagement. Alors le premier, tu l'as décerné à BFM TV. Oui, alors c'est un top paradoxal comme top ironique. Oui, c'est ça, qui va à BFM parce que là, ils ont vraiment fait le job de manière absolument extraordinaire. On va revenir tout à l'heure avec notre invité parce qu'on a un invité d'honneur, un invité très médiatique et très important sur la scène en ce moment pour des raisons que je vais vous expliquer. Et ils sont revenus, alors dans la veine de ce qui s'est passé à Amsterdam, ils sont revenus ils ont fait un reportage, c'est BFM Lyon, pour être très précis, qu'on fait un reportage sur la venue de Yael Braun-Pivet à l'Université de Lyon et qui aurait été victime de tags antisémites. Alors je vous laisse regarder, on en parle juste après. C'est ça, une manifestation d'une centaine de personnes à l'extérieur de cette université Lyon 3. Et il y a quelques minutes, quelques dizaines de ces manifestants ont réussi à rentrer dans l'université. La sécurité qui était complètement débordée. Et on a pu apercevoir au sein de l'université notamment des drapeaux palestiniens qui étaient brandis. Et depuis, ces dizaines de personnes sont sûrement encore dans le bâtiment. Mais nous sommes restés, nous, à l'extérieur. Et vous le voyez sur ces images, les CRS sont présents en nombre autour du bâtiment depuis 15 heures, début de cette manifestation. Ils sont au moins une centaine autour du bâtiment à faire des rondes, à faire des contrôles aussi, interdire l'accès, mais ils n'ont pas donc réussi à empêcher cette manifestation et quelques dizaines de personnes à rentrer dans ce bâtiment. Ce matin, vous le disiez, des tags ont été découverts sur la façade. Alors depuis, ils ont été effacés. Certains même sont encore visibles. On pouvait voir Yael dehors, Israël assassin, Yael complice. Des messages qui étaient destinés directement à la présidente de l'Assemblée nationale, qui est attendue à 17h ici, invitée par une association d'étudiants de l'université pour échanger sur son parcours professionnel. L'université Lyon 3 nous a indiqué qu'elle dénonçait ces agissements, qu'elle allait déposer plainte pour les tags et que la conférence prévue ce soir se tiendra bien. Il y a Yael Braun-Pivet qui est attendue donc ici à 17h à l'université Lyon 3 de Lyon. Parce qu'ils n'ont absolument pas prouvé qu'il y avait de tags antisémites. Si vous voulez, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces gens-là qui sont anti-wokistes, ils réduisent Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a affirmé son soutien inconditionnel à Israël et donc au gouvernement israélien, ils la réduisent à sa judéité présumée. On ne sait pas si elle est croyante ou pas croyante, et puis ça ne me regarde pas, je m'en fous, c'est pas mon problème. C'est une femme politique française, une actrice même politique française, voilà. Et donc, ils la réduisent à sa judéité. Et donc, ça signifie que dès qu'on la touche, dès qu'on on l'écorche, on est antisémite. Sauf qu'ils n'ont apporté aucune preuve. Et donc, ils ont réussi à faire un reportage pour parler de tags antisémites sans apporter le début du commencement d'une preuve. Et là, ça valait un top, reconnais-le, ma chère Nadia. Alors, c'est le moment des flops. Et le premier, tu l'as décerné à Bruno Retailleau qui raconte
n'importe quoi sans contradiction. Oui, alors c'est très étonnant. C'est quand même le ministre de l'Intérieur, il a quand même un certain âge, il devrait connaître certaines choses. Et il va tenir un propos concernant Al Capone, et donc comme tu le dis très justement, Nadia, sans contradiction. Et c'est ça qui me pose un double problème. C'est-à-dire qu'à la fois, lui, il va dire une ânerie, mais en plus, il ne va pas être repris. Je vous laisse écouter. Il y aura aussi des task force anti-drogue répartis sur le territoire. Concrètement, ça va consister en quoi ? Je pense que, vous savez, Al Capone, il n'est pas tombé précisément sur un problème de stupéfiants. Il est tombé sur une enquête fiscale. Eh bien, ce qu'il faut, c'est accentuer. Alors, avec la justice, avec des policiers, des enquêteurs, mais des douaniers, le fisc, des contrôles à 360 degrés, y compris sur des commerces qui servent de base au blanchiment. Comment peut-on imaginer un quart de seconde qu'on puisse faire un lien en fait entre Al Capone et les stupéfiants? Ça n'a absolument aucun sens. On sait très bien qu'Al Capone a fait fortune, mais comme la mafia à l'époque, ils ont fait fortune grâce à l'alcool frelaté. Parce que l'alcool frelaté étant interdit, ils en ont vendu dans des cercles. Alors il n'y avait pas que ça, il y avait la prostitution, il y avait le jeu et ainsi de suite, il y avait le racket. Mais le principal truc, c'était évidemment sur la consommation, c'était l'alcool frelaté. Et donc, ce qui m'interroge beaucoup dans ce truc-là, c'est que à la fois, Bruno Retailleau ne connaît pas son histoire, il ne connaît pas Al Capone, alors que c'est quand même une génération comme la mienne où on a un peu connu les Incorruptibles, et qu'on connaît un peu cette histoire-là, d'une part. Et d'autre part, il vient sur un terrain extrêmement glissant. C'est-à-dire que si Al Capone a fait fortune, c'est grâce à la prohibition, c'est-à-dire l'interdiction de l'alcool. Et en fait, aujourd'hui, on pratique la prohibition, notamment sur le cannabis. Et c'est ça qui permet effectivement aux bandes organisées, dans les quartiers notamment, à Marseille ou ailleurs, qui permet de prospérer et qui donne lieu effectivement à des règlements de compte et ainsi de suite. Donc, il condamne d'un côté la prohibition en France, mais il parle de la prohibition et d'Al Capone aux États-Unis avec une méconnaissance qui force mon admiration. Ça me rappelle Bernard de la Villardière qui s'était fait piéger comme ça par Sarkozy, qui avait dit en gros que on s'en moque de l'âge minimum des mineurs, c'était par rapport aux mineurs qui commettaient des délits, on se moquait de l'âge et que les victimes se moquaient de l'âge qu'ils aient 17 ans, de 16 ans ou 15 ans. C'est méconnaître la loi, c'est méconnaître le droit, puisqu'il y a quand même une question de discernement et qu'il faut maîtriser un tout petit peu les sujets quand on les aborde, notamment face à des politiques comme Bruno Retailleau. Le flop suivant va aux Parisiens. Il est extrêmement bien mérité, ce flop. Oui. Alors, ils ont retiré leur tweet. Alors, c'est pas un tweet fait par un stagiaire, comme ça, tapé vite fait avec des erreurs factuelles. C'est juste un bandeau qui a été créé, qui a été fabriqué. C'est complètement assumé. C'est en plus un article concernant le fait qu'on a retrouvé un enfant de 2 ans. Alors, on va voir l'image. Un enfant libanais de 2 ans, on l'a retrouvé, c'est une bonne nouvelle. Sauf qu'il ne le qualifie pas de bébé. Il le qualifie d'un Libanais de 2 ans. Comment on peut parler d'un Libanais de 2 ans ? Je veux dire, alors on a regardé, on a fouillé, on est plusieurs à avoir fouillé. Le mot bébé, ils le connaissent très bien, ils l'utilisent régulièrement. Et puis, dans le titre qu'ils ont produit, on voit que sur leur machine à écrire, le B et le E marchent très bien. Donc ils auraient pu écrire bébé. Et ils parlent d'un... Alors, voilà, ils l'ont retiré en douce, de manière honteuse. Et je trouve ça absolument tragique. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé et comment. Et je n'ose espérer, comme certains l'ont écrit, l'ont dit, qu'on va dénier aux enfants libanais, comme aux enfants de Gaza, leur statut de victimes civiles qui sont en plus mineurs. Et donc, c'est un classique, on désenfantilise les Arabes. Absolument, les femmes connaissent ça, maintenant c'est les enfants, ça devient un peu dramatique. Samantha de Banderme, c'est à elle que tu remets ton dernier flop. Oui, alors celui-ci est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Vous savez qu'il y a 2 gendarmes français qui ont été molestés et puis arrêtés par l'armée israélienne, alors qu'ils étaient sur un lieu dont la France est propriétaire, donc voilà, avec un statut particulier. C'est pas un territoire français, mais enfin c'est un statut quand même particulier. Elle a cherché des excuses aux militaires israéliens et elle a fait une espèce de pirouette ou de billard à 18 bandes. Je vous laisse écouter, je vous explique pourquoi ça m'a complètement interloqué. Alors, juste une question, on ne voit pas le visage des gendarmes, mais une chose qui pourrait peut-être excuser le comportement des Israéliens serait si les gendarmes avaient l'air d'être, seraient peut-être d'origine maghrébine ou avaient l'air d'être arabes. Et je ne sais pas si... Ça n'est pas le cas. Pour le coup, on a vu ces images. Et ça n'est pas le cas. Ça rappelle... On voudrait vous remontrer ça rappelle un précédent, bien sûr. Très connu dont on avait parlé en
Alors ça m'a interloqué évidemment sur la forme, c'est-à-dire qu'elle explique que peut-être ils avaient des tronches d'arabes et que du coup ça peut justifier que voilà. Ça m'a interloqué parce qu'ils disent, les journalistes en plateau disent on a vérifié quoi? Vous avez rien vérifié les gars. Tout le monde a vu le visage de ces deux gendarmes, évidemment qu'ils n'ont pas un look spécialement arabe ou je ne sais quoi, mais surtout. Et c'est là que c'est drôle, presque drôle, si c'était pas aussi dramatique, c'est qu'en cherchant des excuses aux militaires israéliens, elle va involontairement attaquer l'armée israélienne. C'est-à-dire qu'elle va expliquer que, à partir du moment où c'est des Arabes, c'est justifié qu'on puisse les tabasser, les arrêter, et ainsi de suite. Ce qui sous-entend très clairement que l'armée israélienne, par nature, est raciste, est arabophobe. Et que donc, à partir du moment où elle voit un arabe, elle tape dessus, elle l'arrête, elle le moleste, elle l'agresse et elle le tue accessoirement, comme ça arrive très souvent. Donc je trouve que c'est complètement foireux. Et en plus de ça, mais comme très souvent, on le précise dans cette chronique, elle va présenter ses excuses et elle va dire « Mes propos d'hier soir semblaient excuser l'attitude des... » Mais pas du tout, ça ne semblait pas excuser. Puisqu'il suffit de réécouter, vous êtes sur YouTube ou même si vous êtes sur la Freebox, il suffit de revenir en arrière, vous allez voir. Elle dit clairement que ce qui peut excuser. Donc elle s'est pris les pieds dans le tapis 2 fois. Une fois dans son intervention de départ et puis une deuxième fois dans ses excuses. Oui, Mourad, tu n'es pas venu seul aujourd'hui. Ashton va nous retrouver. Tu nous avais déjà parlé de ses vidéos à succès sur Internet et en particulier la dernière qu'il a publiée sur les événements d'Amsterdam. Absolument. Bonjour Ashton. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Bonjour à toi et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Donc, je t'ai découvert il y a quelques mois maintenant sur les réseaux sociaux, essentiellement sur TikTok, sur Twitter. Tu fais des vidéos. Alors, c'est une forme de chronique en fait où tu vas balancer vraiment tout ce qui t'agace, tout ce qui t'énerve. J'ai parlé de toi et on a montré l'une de tes vidéos il y a quelques temps avec j'ai dit tout le bien que je pensais de ta production et vraiment je le maintiens et ça monte en gamme, ça monte en qualité et ça monte surtout, c'est de plus en plus vu. Tes dernières vidéos là, qui datent du week-end du 11 novembre ont atteint des niveaux absolument extraordinaires. Alors, c'est pas tellement en termes de... T'es pas influenceur, t'habites pas Dubaï, c'est simplement que c'est reconnu. Pour le moment. Non, pour le moment. J'espère qu'il va rester chez nous. Mais ça montre un intérêt vraiment pour ce genre de critique. Alors, c'est de la critique à la fois politique, de la critique média. On va voir l'un de tes derniers opus qui... Par hasard, il n'y a pas vraiment de hasard, il y a plutôt des rendez-vous, mais tu as traité de l'affaire d'Amsterdam avec ce qui s'est passé avec l'équipe israélienne notamment, les supporters israéliens d'extrême droite, et c'était le sujet que j'avais prévu, et donc ça me fait doublement plaisir de te recevoir, et on va regarder tout de suite ce dernier opus, l'un de ces derniers opus qui a rencontré vraiment, je le dis, vous pouvez aller le voir sur les réseaux, un énorme succès. T'as peut-être vu passer cette histoire d'affrontement de supporters pendant le match qui a opposé l'Ajax Amsterdam au Maccabi Tel Aviv. Enfin, t'as peut-être surtout vu que la plupart des médias, main dans la main, et qu'à peu près toute la classe politique française sont encore complètement partis en couille sur le sujet. Tout ce petit monde a condamné d'une seule et même voix une violente attaque antisémite digne des pires pogroms que l'histoire ait connus. Ça va, ça vous dérange pas trop de cracher à la gueule de ceux qui sont réellement victimes d'antisémitisme? Ça vous empêche pas trop de dormir quand vous relativisez les pogroms en faisant passer ça pour des simples bagarres et que vous vous torchez le fion avec la douleur des gens dont les familles les ont réellement vécues? Et ça pourquoi? Parce que vous avez peur de déplaire à l'extrême droite israélienne? Allez, dosez, bande de sacs à merde, vous leur plairez jamais de toute façon. Alors je vais te le présenter autrement. Il y a un pays qui est dirigé par des types d'extrême droite qui est en train de raser une zone où les gens sont dans l'impossibilité de se défendre parce qu'ils ont décidé que c'était à eux. Ils ont massacré et ils massacrent encore des milliers de personnes dont la seule faute est d'avoir osé naître arabe en utilisant pour prétexte que dans le lot, il y en a qui ont fait des dingueries. Et malgré la boucherie qu'ils sont en train de perpétrer aux yeux du monde entier, il n'y a pas la moindre sanction qui se profile pour leur petite gueule. Les types, ils sont même encore invités à venir jouer au foot et quand ils viennent, ils font quoi en guise de provocation? Ils amènent avec eux leurs pires hooligans là, qui arrachent les drapeaux palestiniens dans les rues, qui tapent sur tout ce qui bouge et qui scandent des chants racistes dans lesquels ils incitent leur gouvernement à finir le travail. Bah ouais, tu sais qui c'est les fanatiques qui ont pris une branlée ce soir-là? C'est ceux qui font des ratonnades autour des stades à chaque déplacement. À Athènes, ils en avaient laissé un sur le carreau parce qu'il était pas assez blanc à leur goût. C'est ceux qui sortent des banderoles dans les stades pour dire au monde qu'un enfant palestinien ne vaudra jamais un enfant israélien. C'est ceux qui sifflent pendant les minutes de silence ou qui utilisent n'importe quelle provocation à l'égard de n'importe qui. Parce que leur but principal, c'est de se foutre sur la gueule. Tu vois, eux, comme l'État dont ils sont si fiers et qui leur a envoyé des avions pour les rapatrier après la peignée qu'ils ont pris, ils se comportent comme des gamins à qui on n'a jamais dit non et qui testent les limites. Fais voir un peu si on fait péter les hôpitaux, ça fait
fait quoi? Ah bah oui, tu vois, ça fait rien. Et si on fait péter les écoles, t'as essayé les écoles? Ouais, non, ça fait rien non plus. Attends, j'ai une idée, on va faire péter une école avec les enfants dedans. Et tu vois, ils ont aucune raison de pas verser dans la surenchère si à aucun moment du processus il y a des conséquences pour eux. Ce qui s'est passé ce soir-là pour les hooligans du Maccabi Tel Aviv, c'est des conséquences. Et des conséquences, c'est ce qu'aurait dû rencontrer Israël quand ils ont commencé à massacrer des innocents. Les excités de la bagarre, là, ils passent leur temps à brutaliser tous ceux qui croisent et qui leur plaisent pas, et quand ils finissent par prendre une branlée, ils se mettent à chialer comme les faves qui avaient voulu faire une descente à Romans-sur-Isère. Mais tu sais quoi, ça c'est pas le pire, parce qu'il y avait rien d'autre à attendre de ces types. Le pire, c'est tous ces gens autour de toi qui font mine de chialer avec eux de peur de se faire traiter d'antisémites aussi. Et attention, je suis pas en train de te dire qu'il y avait pas des antisémites parmi ceux qui ont été leur foutre sur la gueule à ces connards. Je suis en train de te dire que décider d'aller mettre une branlée à des brutes suprémacistes qui la cherchent activement, ça relève pas de l'antisémitisme. Par contre, assimiler les juifs à ces sacs à merde belliqueux là, je serais pas aussi catégorique. Alors ça a été, donc comme je le disais, extrêmement bien accueilli parce que c'est percutant, ça va à un rythme. Alors tu parles beaucoup plus vite que moi, là, on me reproche de parler vite, mais toi tu vas très très vite, mais tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi ce format-là. Et je voudrais, il y a plusieurs remarques sur Twitter. Je voudrais prendre la remarque de Manouk44, donc qui a posté un tweet, donc qui est une internaute. Et donc elle dit « J'aimerais savoir être aussi direct à propos de toi, il est formidable. » Est-ce que, et je rejoins ce qu'elle dit, hein, c'est un peu un tweet générique, on a l'impression que tu te lèves le matin, que tu te réveilles, que tu es vénère, tu écoutes la radio, tu regardes un peu ce qui se passe sur Internet, les infos et compagnie, que tu es vénère. Et on a l'impression que très simplement, tu vas poser ton téléphone sur un trépied et que face caméra, tu vas d'un coup dégainer cette diatribe-là, cette espèce de truc hyper virulent, hyper... incisif. Oui, incisif, c'est ça. C'est le terme que je cherchais. Merci Nadia. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est aussi simple que ça ou il y a un vrai travail derrière? Ça se passe... Alors, oui et non. En fait, si tu veux, le côté je me lève le matin, je fais le tour des infos et tout, puis il y a un truc qui me fait vriller, je me dis ça, faut que j'en parle, il est là. Après, non, il y a du taf d'écriture, du taf de montage... comme tu peux le constater maintenant, quand j'essaie de parler, je prends des plombes. Il y a plein des trucs archi chiants qui, sur un format 2 minutes, feraient monter la vidéo à 10 minutes avec beaucoup de déchets. Donc, je préfère écrire. Et puis, j'écris aussi pour pas dire de conneries. Tu vois, je préfère peser les pour, les contre, savoir exactement ce que je veux dire. Donc, j'écris, je fais du montage, je découpe pour que ça soit percutant. Après, cette vidéo-là, elle est un peu rapide. Le débit n'est pas toujours aussi rapide. Là, je l'ai un peu accéléré pour Twitter X parce que je ne peux pas mettre plus de 2 minutes 20. Du coup, je l'ai un peu accéléré, mais sur d'autres réseaux, elle est sûrement un peu plus lente. Et voilà, en fait, je pars du principe qu'il faut que j'écrive. J'écris depuis toujours. Tu m'avais présenté comme un rappeur dans la chronique la dernière fois. Ce que tu es, je le pense toujours. Je fais aussi du rap à côté. J'ai toujours écrit parce que ça m'aide à discuter un peu avec moi-même. Des fois, je n'ai pas toujours quelqu'un avec qui échanger sur le sujet. Je ne sais pas trop quoi en penser. Donc, je me dis, je vais développer. Puis, tu sais, quand tu écris un truc, que tu vas l'enregistrer un peu. Ouais. Et puis, ça me permet vraiment de construire une pensée, quoi. Et donc, sur ce sujet-là en question, en fait... ce qui me semblait dingue, c'était le fait que moi, je ne suis pas journaliste, je suis chroniqueur de fait, si on veut, mais c'est pas mon taf. Et douter de la version qui était diffusée sur les grandes chaînes, etc., c'était assez simple, en fait. J'ai traîné 3 minutes sur Twitter, j'ai regardé à droite, à gauche, j'ai vite trouvé des choses qui contredisaient la version... officiel du pogrom moi, s'il y avait eu un pogrom antisémite, ça m'aurait rendu fou. Mais en fait, il s'avère que c'est pas le cas et que on peut pas relativiser le pogrom antisémite, on peut pas relativiser l'antisémitisme de cette manière-là. Je trouvais ça dramatique, donc je me suis dit, en fait, il faut absolument apporter une autre vision, parce que ce type d'information reprise par tous les médias, je sais pas trop qu'est-ce qui les a poussés à le faire vraiment de cette façon-là. Mais je sais ce que ça produit. Ça produit clairement de l'antisémitisme, au sens où il y a déjà une grosse défiance envers les médias mainstream. Et de par cette défiance, il y a plein de gens qui vont se tourner vers des médias alternatifs qui ne sont pas tous aussi rigoureux que le média Street Press, Contre-Attaque, Mediapart, etc. Donc, ils vont être des médias qui ne vont pas forcément s'attarder beaucoup sur
sur les faits et qui vont développer un propos complotiste qui est la meilleure porte d'entrée à mes yeux vers l'antisémitisme réel. Et donc, comme tout le monde n'a pas forcément les outils de l'esprit critique et vont pas forcément avoir le recul nécessaire pour traiter ces informations entre guillemets, je pense qu'il faut apporter assez clairement une autre voix et une voix un peu rigoureuse. Alors moi, je suis pas journaliste, j'ai pas de... Alors justement, tu le redis, tu n'es pas journaliste. Comment tu fais pour te border, pour être sûr que les informations que tu vas développer, le point de vue que tu vas développer est étayé par des informations vérifiées? Je recoupe des infos. Après, moi, j'ai une culture un peu... Je me suis beaucoup formé, tant politiquement que sur l'esprit critique. Je me suis formé sur Internet. Je viens d'une zone où il n'y a pas des très gros mouvements politiques, en tout cas autres qu'à droite, quoi. Et je me suis longtemps buté à toute cette époque où il y avait tous les trucs autour de l'esprit critique, justement, les chaînes hygiène mentale, ce genre de trucs. Et donc, j'ai un peu des bases en termes de recoupage d'informations, de recul, je me suis beaucoup buté à ça à une époque, jusqu'à ce que ça finisse par me gaver, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de sceptiques qui sont un peu de droite de par leur négation des sciences sociales. Et du coup, j'ai quand même gardé ce truc-là de recouper des infos, c'est-à-dire que alors, il y a toujours un peu d'interprétation dans la façon dont je présente les choses. Je me prétends pas journaliste, donc je le dis comme je veux, quoi. Mais j'essaye de me baser sur des faits quand même. Et s'il y a des trucs dont je suis pas certain, je le mets pas dedans, quoi. Journaliste, mais militant? Militant, clairement, ouais. D'accord. Donc ça, tu le revendiques. De gauche, anticapitaliste. Après, je suis militant. Alors là, bon, ça l'est un peu dans les vidéos, ça l'était un peu dans le rap, mais j'estime que le militantisme, c'est pas que ça. C'est aussi la rue, le terrain. Moi, je suis militant à la base. Et donc, quand je fais du rap, c'est militant. Quand je fais des vidéos, c'est militant. Et puis, je pense qu'il faut occuper le terrain des réseaux, en fait. Pendant longtemps... Le public est jeune, j'imagine. Il est surtout jeune dans ton public. Je saurais pas te dire. Mais non, je sais pas forcément, parce que j'ai quand même des retours de personnes qui sont un peu plus âgées. Comme Mourad, quoi, par exemple. Merci. Et du coup, je pense qu'il faut occuper le terrain militant des réseaux, puisque, si tu veux, c'est comme ça que c'est un peu né aussi cette histoire de vidéo. C'est qu'au départ, moi, je faisais du rap. Le groupe avec lequel j'étais le plus actif et où je pouvais être un peu spontané, il est mort. C'était un groupe qui s'appelait Fist Time Made in Toilet, dans lequel je faisais du rap dans des chiottes, et je pouvais faire un truc dans la semaine et le sortir le week-end à la fin du mois. Et quand ce groupe-là est mort, j'ai un autre groupe, Ashton Fit Éveil, où là c'est Éveil le beatmaker, et qui me permet encore de faire du rap, mais dont l'album sortira nécessairement dans peut-être 2 ans, 3 ans. On est vachement loin du moment où je vais écrire le truc. Donc il me fallait un truc un peu instantané. Et donc j'ai fait un peu ce truc sur les réseaux où je fais une vidéo, 2 vidéos, puis on m'a dit qu'est-ce que tu penses de tel sujet? Je dis moi je suis pas influenceur de gauche. Et puis en le disant, je dis je suis pas influenceur de gauche, mais faut bien se rendre compte qu'à l'extrême droite, eux ils doutent de rien, ils y vont. Nous on doute pendant des plombes, on se sent pas légitime. Et puis eux ils y vont, ils sont soutenus par des marques de fringues, des Kalos, etc. qui vont absorber le fait que leurs vidéos sont démonétisées. Et je me suis dit en fait je crois faut y aller quoi. Alors ce que tu fais dans ton travail régulier par rapport à ça, justement, par rapport à ces chroniques, eh bien, il y a un auditeur d'RMC qui lui aussi a fait le job à son niveau. Il s'appelle Sébastien et il est venu expliquer le fameux contexte de ces violences à Amsterdam. Écoutez, il fait le job que ne font pas les journalistes en plateau. Je vous laisse écouter cet extrait. Alors, moi, j'ai précisé juste tout de suite que je ne tiens ni pour un camp ni pour l'autre. Par contre, je veux juste remettre un petit peu l'équité dans les informations. C'est que je crois qu'on fait circuler uniquement les informations du comportement de ce qui s'est passé après le match, qui est totalement intolérable, on ne peut pas discuter de ça. Par contre, le comportement des supporters israéliens pendant 2 jours, ça, personne n'en parle. Et pourtant, il y a des images et des vidéos aussi. Donc, ils sont arrivés le mercredi. Il n'y a pas de problème dans Amsterdam, le mercredi soir, il ne se passe rien. Ils sont arrivés en masse, une autre partie le jeudi. Ils sont dans leur fan zone toute l'après-midi. Ils ont fait des chants en disant vivement que les soldats israéliens tuent tous ces putains d'Arabes. Gloire aux enfants morts de la Palestine. Mais je vous les envoie les vidéos si vous les voulez, il n'y a aucun problème.
Et ils se sont baladés dans la ville. C'est vrai que les supporters du Maccabi Haïfa... Ils ont arraché un drapeau. Ouais. Allez-y, Sébastien, continue. Ils ont arraché plusieurs drapeaux. Ils ont agressé des Arabes dans la rue à Amsterdam. Mais surtout, en cortège, ils se sont mis à chanter vivement que les supporters, vivement que l'armée israélienne tue tous ces putains d'Arabes en se baladant dans Amsterdam en plein après-midi. J'ai les images. Si vous les voulez, je vous les envoie. Il y a aucun problème. Là où Sébastien a raison, c'est que Maccabi Haïfa, Maccabi Tel Aviv, les supporters de Maccabi Tel Aviv sont pas connus pour étant les plus modérés. Bien sûr, et d'ailleurs, ils ont commencé par arracher un drapeau palestinien. Allez-y, Sébastien, continue. Et la minute de silence en hommage, c'est surtout ça qui est révoltant. La minute de silence pour les morts de Valence, elle a été sifflée par tous les supporters du Maccabi dans le stade. Ça, c'est en direct à la télé. Elle a été sifflée et ils chantaient « Ces Espagnols, ces putains d'antisémites ». À un moment donné, ils se prennent pour qui aussi ? Je veux bien que c'est pas normal ce qui se passe, mais il faut pas venir jouer à la victime quand toute l'après-midi vous avez provoqué. Donc du coup, à la provocation, la violence a répondu à la provocation. C'est ce que vous dites, Sébastien. C'est pas quelque chose. C'est pas comme ça qu'on doit répondre normalement. Je veux pas débattre sur ça. Ce qui s'est passé, c'est intolérable. Heureusement qu'il n'y a pas de mort. Mais par contre, je veux juste qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village. Donc on est sur un cas d'école qui est absolument extraordinaire, à savoir que voilà. Alors pendant que les journalistes, notamment alors c'est le problème dont on parle ici régulièrement, c'est-à-dire que c'est pas seulement les chaînes d'extrême droite, mais c'est aussi ou populistes comme RMC, c'est aussi sur les chaînes du service public. On va se retrouver avec des histoires de nuit de cristal et de pogrom dont tu parlais tout à l'heure, qui est complètement délirant. C'est indécent, effectivement, Nadia, tu as entièrement raison. C'est indécent parce que ça veut dire que la nuit de cristal et les pogroms sont simplement une bataille de rue entre des supporters et ça n'a absolument aucun sens. Et donc, l'un des cas d'école, c'est France 2, qui va inverser totalement la chronologie des faits. Et vraiment, c'est à enseigner dans les écoles de journalisme. Vous allez voir, ils vont commencer par les conséquences avant de parler des potentiels, puisqu'on ne sait toujours pas à ce stade-là ce qui s'est réellement passé, des potentielles raisons et ce qui s'est passé quelques heures, quelques jours avant. Un déferlement de haine dans les rues d'Amsterdam hier soir. Ce supporter israélien est violemment tabassé. Plusieurs autres supporters israéliens sont frappés à terre par des individus qui disent agir au nom de la Palestine. Ici, un supporter israélien a été jeté dans un canal d'Amsterdam et il est empêché de sortir de l'eau par ses agresseurs. You fucking bitch. Dis libérer la Palestine et on s'en va. Le match d'hier soir a été considéré à haut risque. Le dispositif de sécurité était important. Les supporters du Maccabi Tel Aviv ont entonné à plusieurs reprises des chants anti-arabes comme ici, avant le match. Certains ont été filmés également en train de décrocher un drapeau palestinien. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on explique quelque chose sans parler, ou en parlant très très peu, non pas des raisons, je le redis parce que j'ai noté dans ta vidéo, Ashton, que tu fais preuve de précaution oratoire, de façon à ne pas passer pour quelqu'un qui serait d'accord avec la violence, qui serait d'accord, comme tu l'as dit, si ça avait été un pogrom, tu te serais indigné, évidemment. Donc on est toujours obligé de prendre des pincettes, sinon on est accusé a priori de soutenir les terroristes, de soutenir l'antisémitisme et compagnie. Donc ça pose un vrai problème. Alors c'est un gamin alors je ne sais pas comment le prononcer, Omé Bender, je crois, quelque chose comme ça. C'est un gamin. En tout cas, il a 14 ans. C'est ce qu'on retient de lui. Qui joue. C'est pas méchant. Je dis pas ça méchamment. Qui joue au journaliste. Donc il a son micro, il a une petite caméra et puis il va faire un reportage. C'est lui qui va apporter la réalité de ce qui s'est passé, contrairement à France 2. C'est-à-dire qu'il va expliquer qu'effectivement, ce sont les supporters de ce fameux club au Roland. Enfin, c'est même pas des Roland d'ailleurs. Aux positions clairement racistes, clairement arabophobes, qui sont pour le génocide, islamophobes, et qui va rapporter la réalité des faits avec leur chronologie. Je vous laisse regarder cet extrait. C'est offert par Caisse de Grève. Des supporters d'un club de football israélien violemment attaqués hier soir. Sur ces images, des supporters israéliens poursuivis et violemment frappés en plein centre-ville. Le président israélien a rapidement dénoncé un pogrom au cœur d'Amsterdam. Aux agressions d'hier soir sur ces supporters du Maccabi Tel Aviv. C'est une chasse à l'homme qui s'est produite hier soir dans les rues d'Amsterdam. Les violences à Amsterdam n'ont rien à voir avec le football, dit le président du club de foot justement du Maccabi Tel Aviv. Het is wel een flinke stoet.
Oh, ze zijn palen uit de grond aan het jatten. Ze hebben palen uit de grond gejat. Ik denk om zichzelf te weren van mensen die ze lastigvallen. Oh, ze doen nu allemaal maskers op. Er is geen politie, dus ik weet niet precies. Het is nogal een heel gespannen sfeertje. Oké. Alors, il n'y a pas eu qu'un versant médiatique, chère Nadia. Il y a eu aussi un versant politique. Alors, il y a l'affaire du tweet de la députée LFI de Bretagne qui va lui valoir une attaque en règle, une attaque politique de la part de Retailleau, et qui a écrit, alors je vais vous lire l'extrait, qui écrit, donc c'est Marie Mesmer qui écrit « Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. » Si on lit cette phrase comme ça, effectivement, on se dit, elle justifie le lynchage. Mais en fait, pas du tout. Elle répond à un autre tweet de Fabien Roussel qui, lui, emploie le terme lynché. Et donc, alors c'est maladroit, mais quand elle dit ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, en fait, elle vient expliquer que la raison n'est pas le fait qu'ils soient juifs, puisque ça n'est toujours pas prouvé. La raison est évidemment le fait que ce soit des racistes qui aient tenu des propos appelant l'armée israélienne à tuer encore plus d'Arabes, à aller jusqu'au bout et ainsi de suite. Et donc, oui, parce que c'était des délinquants, c'est pour ça qu'ils ont été visés et lynchés. Bien sûr, et ça n'excuse pas. Simplement, ça explique, ça contextualise. Et donc, elle se fait poursuivre par Retailleau pour cette raison-là. Alors que personne, mais toi-même, Ashton, tu l'as dit dans ta vidéo, personne n'encourage ou ne souhaite des batailles de rue entre des gens. Évidemment, ça n'a aucun sens. Personne, sauf... Pardon ? Non, bah, personne ne l'encourage. Après, moi, tu sais, j'ai lu des gens qui disaient Amsterdam a le droit de se défendre. Les mecs qui viennent, ils veulent tout casser, bah, qu'ils prennent une branlée en fait. Alors peut-être que j'ai pris un peu des pincettes, mais enfin, je n'ai pas non plus de problème avec le fait qu'ils prennent une branlée s'ils l'ont mérité. Enfin, oui, et puis d'ailleurs même le code pénal le prévoit. Hein, lorsqu'on est agressé, on peut répondre à l'agression tant que la réponse est proportionnée. Donc, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un truc absolument extraordinaire qui dit que c'était prémédité, et deux, que les chauffeurs de taxi, sous-entendu maghrébins, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, ont été les acteurs du truc. Mais j'ai envie de dire évidemment qu'ils ont été les acteurs, puisque ils ont commencé par agresser un chauffeur de taxi, que celui-ci appelle ses collègues à la rescousse, ça me choque pas plus que ça. Alors, personne ne souhaite des batailles de rue, sauf une personne. Elle s'appelle Muriel Ouaknin Melki. C'est la présidente de l'Organisation juive européenne. Et donc, elle était invitée sur le plateau de CNews. Et elle va expliquer qu'elle est furieuse et qu'elle regrette que, tenez-vous bien, que les habitants de la rue, donc les gens d'Amsterdam, ne soient pas venus au secours des hooligans de l'équipe, la fameuse équipe de football israélienne. C'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'elle regrette et elle aurait appelé les habitants à venir aider des hooligans racistes qui, je le rappelle, quand même, c'est important à dire aussi, ont souillé, bafoué la minute de silence pour les victimes espagnoles de Valence, parce que c'était soi-disant l'Espagne avait reconnu la Palestine et qu'ils étaient anti-israélien, enfin en fait antisémite. Anti-génocide. Mais bien sûr, je vous laisse écouter cet extrait hallucinant. Sur les images que nous avons vues, je n'ai pas vu de citoyens des Pays-Bas venir prêter main forte à ces supporters israéliens. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu de gens venir les aider, venir à leur secours. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ce monde dans lequel nous vivons depuis une année maintenant ? Alors, elle n'est pas seule dans ce registre-là. Il y a un registre qui est assez marrant, qui est je ne sais rien, mais je vais tout vous dire, je vais tout vous raconter sur cette histoire. Donc, ça a charrié beaucoup de fantasmes. Notamment l'histoire, la fameuse histoire, donc je parlais tout à l'heure de préméditation, l'histoire d'une boucle Telegram qui appelait à chasser les Juifs d'Amsterdam. Alors, moi, je ne sais pas. J'aime bien dire je ne sais pas. Je n'ai pas les éléments. Je dis juste que quand bien même il y aurait eu quelque part une boucle Telegram appelant à chasser les Juifs d'Amsterdam, pourquoi pas ? Ça a pu exister, je veux dire, ça peut être un fait, mais c'est pas relié du tout à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé n'est pas lié à une boucle Telegram préméditée. Donc ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune preuve de rien du tout. Il y a des gens comme ça, notamment une ancienne responsable du CSA, Françoise Laborde, qui elle ne sait absolument rien et donc va tout nous raconter dans le détail. Je vous laisse écouter. En Grande-Bretagne, les matchs de foot, là, on est vraiment dans un phénomène qui, me semble-t-il, et d'après les premières informations dont on dispose, tout à fait différent, puisque on pense même que ces groupes ont été financés et organisés par des pays qui ont un agenda
très organisée, très antisémite et au-delà très anti-occidentale. Et je pense à l'Iran. Oui. Parce qu'à chaque fois on dit c'est antisémite, mais j'allais dire, quand on s'attaque à Israël, on s'attaque aussi à l'Occident. Il faut arrêter de croire que quand on s'attaque à Israël, on s'attaque à des citoyens de confession juive. Ce à quoi on s'attaque, c'est une forme de liberté de pensée, c'est une forme d'occidentalité. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça te suscite quand tu entends le matin, donc dans ton lit en scrollant, quand tu entends des journalistes qui racontent des trucs qui sont pas du tout vérifiés. Toi qui me disais tout à l'heure que tu vérifies les choses avant de les sortir, sinon tu les sors pas, quoi. Ben, moi, ça m'agresse un peu. Je me dis qu'il faut tenter de pallier à ça et qu'aujourd'hui, on a quand même des outils pour le faire. Tu vois, moi je tourne des vidéos dans mon placard, je les mets sur Internet, elles font un peu de vues, donc il y a moyen de contredire et de contrecarrer ce genre de... Après, qu'est-ce que ça évoque chez moi ? Ça, comme dit tout à l'heure, ça évoque le fait qu'il y a une défiance par rapport aux médias mainstream et que cette défiance, ils passent leur temps à la justifier. Et que du coup... Ouais, on n'est plus face à des journalistes, mais à des propagandistes, là. Hein. C'est des liens qu'elle fait qui sont dans sa tête et qu'elle verbalise à une heure de grande écoute. Donc ça représente une forme quand même de danger, hein, la désinformation. Ouais. Oui, absolument. Et c'est vrai que la défiance vis-à-vis des journalistes, en plus, nos confrères de la Croix, notamment, tous les ans sortent le baromètre, et qui est de plus en plus catastrophique. C'est-à-dire que les Français sont complètement défiants vis-à-vis de la presse, et c'est pas fait pour l'arranger. Mais il n'y a pas de régulateur, malheureusement, sur ces questions-là. Alors, je parlais de Françoise Laborde, et puis... il y a aussi ce que j'appelle régulièrement, Ashton, les experts en carton qui viennent polluer les chaînes de télé, notamment les chaînes de télé d'information en continu, hein, qui sont là pour en fait, papoter et pas du tout faire de reportage ni d'investigation, et qui font qui font pas le travail que tu fais toi. C'est ça qui est quand même surprenant. On parlait la semaine dernière, je recevais, il y a 2 semaines, je recevais Guillaume Meurice, par exemple, et puis le thème, c'était justement les humoristes plus forts en fait, que les journalistes, qui font mieux le taf que les journalistes et qu'on va plus écouter. Alors, je pense à Lydia ou à d'autres qu'on va plus écouter parce qu'on sait qu'eux vont être impertinents, mais dans le sens positif. Ils vont être impertinents, ils ne vont pas prendre des pincettes ou sortir des conneries ou reprendre des éléments de langage. Et bien là, on a un maître en la matière qui s'appelle Claude Moniquet, qui est souvent en visioconférence sur CNews. Et puis, quand on ne voit pas son chat déambuler sur le clavier, on le voit lui tout seul, et c'est encore pire parce qu'il va sortir des conneries qui sont de l'ordre du racisme. Je le dis très clairement, on est toujours sur le même thème, je vous laisse écouter. C'est malheureusement, si tout est confirmé, c'est probablement l'incident antisémite le plus grave que nous avons connu en Europe depuis le 7 octobre 2023. Et Dieu sait qu'il y en a eu, des incidents, des attaques individuelles, des insultes, des tags, etc. Mais là, on parle vraiment d'une organisation, de groupes constitués qui se sont constitués dans le seul but de se livrer, le terme a été utilisé par une de mes sources très tôt ce matin, à une chasse aux Juifs dans les rues d'Amsterdam. C'est effectivement tout à fait épouvantable, et ça nous dit à quel point, d'une part, l'antisémitisme a terriblement augmenté en Europe, et d'autre part, à quel point certains segments de la société, entre autres dans une jeunesse d'origine immigrée, ne sont absolument pas contrôlés et sont extrêmement perméables à la propagande du Hamas et à la propagande antisémite et anti-israélienne. Alors, sur cette question toujours d'Amsterdam, on va voir une scène tout à fait insoutenable, je vous préviens. C'est le traumatisme vécu donc, par les victimes de ce fameux pogrom, de cette fameuse nuit de cristal. Donc, ils sont, Netanyahou a envoyé 2 avions pour les récupérer à Amsterdam. Ils sont rentrés donc à Tel Aviv, et regardez cette scène, elle est terrible. On lit le traumatisme vraiment dans leurs yeux et dans leurs cris de douleur. Je vous laisse écouter. Est-ce que quand tu vois ça, tu te dis mais waouh, c'est le foutage de gueule XXL ou comment ? Quand je vois ça, je me demande s'ils ont tapé assez fort, quoi. Ah ouais. Non, mais bon, quand tu peux revenir chez toi, sabrer le champagne, façon de parler, mais fanfaronner à ce point.
Parce que le traitement médiatique un peu instantané, où ils sont, je le dis assez clairement, ils sont complètement partis en couille sur le sujet, mais après coup. Je veux dire, quand ils voient ça, ils se disent pas, tiens, on va peut-être faire un petit erratum, dire, on est peut-être parti en brioche. Peut-être que en fait, c'était des militants fascistoïdes qui se promenaient dans la rue, qui cassaient tout. Et non, on les laisse repartir, on les applaudit, on traite d'antisémites. C'est la résilience qu'on a vue là. Elle est rapide, cette résilience. Ouais. Elle est très rapide. Alors, il y a une proposition pour régler ces problèmes, et j'en finirai avec ça. Il y a une proposition d'un site, un compte YouTube qui s'appelle Trampoline de M, qui a fait une proposition très sérieuse et qu'elle propose notamment aux législateurs pour que ça ne se reproduise jamais sur l'ère du plus jamais ça. Je vous laisse écouter. Franchement, je suis dégoûtée, je suis choquée parce qu'il n'y a pas un média, pas un politique qui dénonce fermement l'antisémitisme de l'équipe du Ajax d'Amsterdam qui a mis 5 buts à l'équipe de Tel Aviv. Il faut que nos députés fassent voter une loi qui interdit toute défaite des équipes israéliennes, que ce soit au foot ou dans tous les autres sports. Non, c'est trop grave, franchement. On ne peut pas laisser passer ça, quoi. Est-ce que traiter par l'humour, du coup, ce genre de choses qui sont dramatiques, parce que dans ce que tu fais, j'invite les gens vraiment à aller voir ta prod, mais dans ce que tu fais, il y a une forme d'humour. Je parlais, quand je t'avais présenté l'autre fois, j'avais parlé du côté désabusé que je trouvais absolument génial. Il y a un côté humoristique. Quand tu parles des poulaillers, pour parler des baraques des gendarmes, quand tu parles, quand tu appelles les flics les lardus façon Michel Audiard et compagnie, il y a une forme d'humour. Est-ce que tu penses que c'est une solution aussi pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça ? Je pense que c'est un bon moyen de ne pas se foutre une balle dans la caboche, surtout. Donc, parce que si tu prends pas ça avec un petit peu de détachement, comme vous le faites ici dans cette émission, en fait, tu finis par te faire du mal. Et je pense qu'il y a tout un tas d'autres personnes et autres structures à qui faire du mal avant de s'attaquer à nous-mêmes. Donc, oui, j'y mets sûrement un peu d'humour. Après, moi, au départ, je savais pas que c'était marrant. En fait, moi, je publiais mes trucs, puis on me disait, c'est très drôle. Je me suis dit, si c'est drôle, on va peut-être alimenter un peu ça. Alors oui, il y a un peu d'argot, il y a un peu... En fait, moi, je suis assez gonflé par les façons de parler un peu verbeuses qui vont exclure toute une partie de la population de la compréhension de ce qui est dit, alors que c'est simple pour s'introduire dans les sphères où c'est possible d'être entendu. Moi, je veux parler comme je parle à des copains. Donc, je parle de la même façon que je parlerais à mes potes. Quand je parle à mes potes, ils m'écoutent. Je me suis dit, si je parle de cette façon-là, on m'écoutera peut-être. Et ça marche. Et puis ça marche. Ça marche même très bien. Un immense merci, vraiment, Ashton. Je mettrai évidemment en lien sur le site du média tout ce qu'il faut mettre en lien pour te retrouver sur les différents comptes. Hein. Donc, il y a TikTok, il y a Instagram et puis Twitter. Voilà. Il y a Facebook aussi, mais je ne vous plus vraiment les pages. Non. Et YouTube, tu as une chaîne YouTube ? J'ai une chaîne YouTube de rap qui s'appelle Ashton, dans laquelle on peut retrouver tous les morceaux un peu à l'ancienne dans les chiottes. Là, il y en a au moins 80. Et puis, j'ai un autre projet rap qui s'appelle Ashton Fit Éveil, où là, on peut trouver quelques clips sur la chaîne, et puis on peut aussi trouver sur toutes les plateformes de stream. Mais il y a une rubrique coup de cœur dans l'œil de Moumou. Je me ferai évidemment un plaisir d'annoncer les sorties prochaines de ta prod. Merci Ashton. On poursuit avec les remerciements, Mourad. Oui, alors comme c'est une émission particulière, on a un format particulier parce qu'on avait un invité qui s'y prêtait par rapport à ce qu'il a produit. C'était une édition spéciale. J'ai toujours rêvé de dire ça. Une édition spéciale de l'œil de Moumou. Il va y avoir des remerciements un peu spéciaux qui vont être très courts, je vous rassure. Alors, ils vont à Dystopix 2.0, à Myriam Co de Roubaix, à Zéro Rose 2016, ainsi qu'à Yves Stéphane de Saint-Honoré d'Elo, à qui j'envoie des saluts fraternels, c'est le cas de le dire. Et je voudrais rendre un hommage particulier à deux personnes, à Rachid Merkloufi, qui est un ancien joueur de Saint-Étienne, alors qui a quitté, alors pardon, c'est complètement, je prends pas parti, mais qui est un ancien joueur de Saint-Étienne, qui est algérien et qui est parti en 1958, si mes souvenirs sont bons, donc qui vient de nous quitter, qui est parti en 58, qui a plaqué sa carrière professionnelle française pour aller créer l'équipe du FLN de football. Moi, je dis respect, monsieur.
Monsieur Merclofé, et qui est resté tout le temps de la guerre. Alors sachant que la France évidemment ne reconnaissait pas l'équipe du FLN et qui a fait des tournées comme ça dans les pays qui eux les reconnaissaient. Donc je vous invite à aller voir. C'est Pascal Boniface qui a eu la chance de le connaître, qui lui a rendu un bel hommage sur son compte, notamment TikTok. Donc Rachid, je m'incline devant ta mémoire. Également, alors c'est le malheureux hasard du calendrier, Hassan Akesbi, qui était aussi joueur de foot à Reims. Qui nous a quittés très récemment et dont la nièce à qui j'envoie mes sincères condoléances, Fouzia, est militante CGT Éducation dans la même ville de Reims. Et une dernière chose, puisque notre émission cette chronique va paraître demain, donc le mercredi 13 novembre. Je voulais avoir une pensée particulière pour Catherine Bertrand, qui est une survivante du Bataclan, dont on a parlé ici parce qu'elle dessine, je pense que c'est une sorte d'exutoire. Elle dessine admirablement bien et elle fait partie de ces fameux survivants. Donc je l'adresse à l'ensemble de tous les gens qui ont vécu cet enfer et qui vont le revivre tous les ans parce que le 13, ça revient tous les ans et que la commémoration, c'est bien, mais enfin, ça remet une pièce dans la machine. C'est très compliqué comme psychologiquement. Ouais, c'est très compliqué. Et évidemment à Fred de Waal, qui est un dessinateur et qui s'est suicidé il n'y a pas longtemps parce qu'il supportait plus tout ça et donc c'est un double traumatisme pour elle et pour eux. Je les embrasse très affectueusement. Merci beaucoup Mourad, merci Ashton et merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On rappelle que le Média, votre Média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force. Restez connectés aux Médias.